D'abord, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire donc, qui est co-organisé par Simundia et Assessfirst sur le travail à distance, le distanciel globalement. Donc, moi, je suis Olivier, je suis responsable marketing chez Simundia et donc aujourd'hui, je suis entouré de Colombe, qui est cofondatrice et COO de Simundia, et Hello. de Simon, qui est Chief Scientist chez Assessfirst. Bonjour. Un petit mot sur la raison, enfin, sur l'origine de ce webinaire et pourquoi on l'a organisé. Je vais commencer par une anecdote personnelle. Moi, j'ai entendu parler d'Assessfirst il y a environ un an dans mon ancienne entreprise. Simon était intervenu, avait présenté donc les bases d'Assessfirst, une approche très data, très analytique de l'humain, des soft skills, la mission de recruter des personnalités, pas des CV, de prédire le succès. Et j'avais trouvé donc, cette intervention assez fascinante de la combinaison entre l'humain et l'ultra scientifique, la data. Et donc, j'avais trouvé ça très intéressant de traiter ces thématiques RH sous un angle data science. Un peu après avoir rencontré Simon, j'ai rejoint Simundia. Donc, c'était en août dernier. Et Simundia, c'est une startup qui révolutionne le coaching professionnel avec pour mission de le démocratiser, de le rendre accessible plus facilement à tous, vu qu'il est plutôt réservé jusqu'à aujourd'hui aux top dirigeants. Et là, comment on fait chez Simundia, en fait, on a créé un format court et en visio de coaching qui aide donc chacun à développer ses soft skills. Donc, on a une approche du développement humain qui est fondée sur la relation entre un coach et un coaché, sur un accompagnement individualisé pour progresser sur des thématiques soft skills choisies. Donc voilà, donc deux approches de l'humain finalement que j'ai découvert l'une après l'autre qui se recoupent et en fait c'est ce qui le prouve bien, c'est que souvent des RH nous demandent mais donc vous coachez, mais est-ce que vous avez un outil pour faire du diagnostic sur des personnalités? Je sais que chez Assessfirst aussi, parfois on leur dit bah, vous faites des super diagnostics, vous avez un outil qui est fantastique, mais est-ce que vous coachez aussi pour progresser, pour se développer une fois qu'on a un diagnostic qui est établi? Donc il était assez naturel finalement qu'on organise finalement quelque chose ensemble. Alors bon, on aurait pu parler de beaucoup de choses, mais la thématique qu'on a choisie est assez actuelle, le distanciel. Il a été mis en place plutôt en marche forcée pour beaucoup d'entreprises pendant le confinement, pérennisé un peu après parce qu'il n'y a pas trop le choix, et puis ensuite tout le monde se pose la question du comment on fait après. L'entreprise PSA fait l'actualité parce qu'eux, ils ont décidé que le télétravail serait maintenant la norme et plus l'exception. Ça a généré des questions forcément. Chez Simundia, nous, le distanciel est un peu au cœur de notre offre pour plusieurs raisons. D'abord, on coach à distance depuis 3 ans, donc la création d'une relation à distance, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on fait. On anime un réseau de coachs aussi, qui est un réseau qui n'est pas dans nos locaux, donc forcément on travaille avec eux à distance. Et enfin, on a accompagné beaucoup pendant cette période de confinement et de déconfinement des managers qui se retrouvaient à manager des équipes, à devoir motiver à distance et qui étaient un peu dépourvus face à cette situation. Donc c'est clairement une thématique qui nous a animés ces derniers temps. Et je sais que parallèlement, chez Assessfirst, il y a un modèle prédictif qui peut prédire, enfin, dont l'objectif est de prédire l'efficacité individuelle et collective en télétravail qui a été créé. Donc voilà, donc finalement, on a deux experts aujourd'hui autour de la table pour répondre à toutes nos questions sur le travail à distance. Et donc pour lancer l'échange et terminer cette introduction, je vais peut-être vous poser d'abord la question à distance, qu'est-ce qu'on met derrière? Parce que télétravail, on peut s'imaginer qu'on travaille seul sur des tâches, tout seul devant notre ordinateur chez nous et que finalement ça ne change pas grand-chose, mais il y a bien plus que ça. Donc Colombe, Simon, qu'est-ce que vous mettez vous derrière le travail à distance au sens large? Peut-être Colombe pour démarrer, honneur aux dames. Toujours l'honneur aux dames, hein. Non, mais je pense que c'est intéressant et c'est un peu un hasard, mais je pense que le jour tombant aujourd'hui pour parler de télétravail, parce qu'il y a eu une annonce hier soir ou ce matin sur le fait que les entreprises pouvaient désormais retourner au travail et que le télétravail n'était plus encouragé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le télétravail, ça cristallise beaucoup de choses. Donc, quand il y a eu une annonce de télétravail forcé, ça a été accompagné de beaucoup d'angoisse, d'une découverte aussi pour certaines personnes. Et c'est aussi entouré d'un certain nombre de revendications dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être perçu comme un privilège, je pense, dans certaines entreprises, c'est perçu vraiment comme un cadeau d'une certaine façon
où il peut y avoir des contreparties. Et là, maintenant, PSA, par exemple, annonce du télétravail pour tous et il y a un certain nombre de revendications derrière sur oui, en fait, le télétravail, c'est à nuancer, c'est bien. Ça permet beaucoup de choses, donc, notamment un meilleur équilibre vie pro, vie perso, moins de transport. On est passé d'environ un tiers de personnes qui faisaient du télétravail à plus de 40%. Et aujourd'hui, il y a à peu près cette même proportion de personnes qui souhaitent prolonger l'expérience de télétravail et en même temps qui souhaitent la cadrer. Donc, je pense que c'est un peu un objet assez compliqué et en fait c'est intéressant qu'on ait une réflexion là-dessus, notamment sur le rôle de l'entreprise par rapport à ça et le type de personnes aussi qui sont susceptibles ou pas de s'épanouir dans ce cadre-là. Simon, tu veux réagir sur Absolument, le... clairement. Ouais. Je rejoins totalement Colombe et je dirais que en fait, on est passé du télétravail, d'un travail à distance en tout cas, qui était un confort, un cadeau. On laisse les personnes le faire un peu parce que c'est pratique, à quelque chose qui était total. Et donc, ça a amené à questionner vraiment ce statut de travail à distance. Où est-ce qu'on doit le placer? Est-ce qu'on doit le placer comme justement une liberté qu'on offre aux personnes ou est-ce qu'on doit le penser comme au cœur du fonctionnement de l'entreprise? Et ce que je constate qui est en train de se passer, c'est que là, on est en train de se l'approprier plutôt comme mode organisationnel. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose un peu à part. On pouvait le faire, mais bon, c'était aussi se couper de l'entreprise que de se permettre d'être à distance. Donc, on peut le faire un peu, mais on ne peut pas trop se couper de l'entreprise, sinon on est mis de côté. Et là, la question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on en fait une pratique pérenne? Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas couper les personnes de l'entreprise, de ne pas couper leur lien social, de ne pas couper aussi leur potentiel d'évolution parce qu'elles choisissent ce mode organisationnel. Et en effet, comme tu le disais, Olivier, c'est comme beaucoup de modes organisationnels, ça correspond très bien à certaines personnes qui ont naturellement cette façon de fonctionner et d'autres pas du tout. Et donc, ça ne sert à rien de dire les faux débats du style « est-ce que c'est bien le 100% télétravail ou pas bien ?» La question est mal placée. Elle mérite plutôt d'être à qui est-ce que ça convient, à qui est-ce que ça convient moins et qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là si on souhaite l'imposer comme l'a fait PSA ou en tout cas le rendre du coup structurel pour l'entreprise. Donc c'est pour ça que ce qu'on évoque aujourd'hui, je trouve que c'est pas en réaction à ce qui s'est passé ces 3-4 derniers mois, c'est plutôt en prévision de ce qui va passer à l'avenir, de comment est-ce qu'on organise, comme disait Colombe, comment est-ce qu'on structure pour en faire une vraie organisation pérenne. Et donc, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? Déjà, comment on voit que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Parce que peut-être aussi qu'on peut croire au début que ça fonctionne et en fait se réaliser que ça ne fonctionne pas. Et quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? On parle il y a des conditions qui sont propres aux personnes, peut-être donc des personnalités particulières. Il y a peut-être des conditions donc, qui sont plus organisationnelles. Comment on met en place toutes ces conditions-là et comment on voit que ça fonctionne ou pas? Je pense que un peu comme pour beaucoup de sujets dans les entreprises, il y a plusieurs indicateurs. Donc, il va y avoir l'indicateur économique, indicateur de résultat. Donc, est-ce que les entreprises sont capables de produire en fonction des équipes, des objectifs de chacun quand elles sont dans un cadre extérieur? Et pour ça, ça nécessite d'être dans un cadre où elles peuvent se concentrer sur un certain nombre de tâches pour les délivrer et où elles peuvent aussi interagir de façon fluide et efficace avec les autres personnes de l'équipe pour aboutir à ce résultat. Et après, au-delà de l'aspect purement économique et de production, il y a aussi le côté humain. Est-ce que, en tant que personne, au sein d'une structure, je me sens une appartenance et je développe un sentiment de filiation et j'ai le sentiment qu'il y a une culture d'entreprise qui arrive à exister même en étant à distance. Et est-ce que j'arrive à rester motivée par, au-delà des tâches que moi je fais, et qui peuvent être très séquencées aussi quand on est en télétravail, qui a un côté un peu, voilà, je passe d'une tâche à l'autre, etc. Et j'ai plus le lien social, la machine à café, la collègue qui me fait marrer. Et en fait, tout ça, ça compte. Ça fait partie, en fait, du monde du travail. Et est-ce que le sens que je mets derrière mon travail arrive à exister?
Ou est-ce que en fait, l'Excel sur lequel je suis toute la journée, il a plus de sens au bout d'un moment parce que je suis trop déconnectée et que j'ai plus de motivation, plus de cap qui est fixé par l'entreprise. Et c'est là que je pense qu'il y a quand même un travail de régulation à faire au-delà d'une régulation individuelle, en fait, un peu collective aussi sur l'entreprise qu'on a envie d'avoir. Est-ce que c'est des choses, Simon, qu'on voit dans les outils notamment d'Assess First, le sentiment d'appartenance, la capacité donc, enfin, le sens qu'on peut avoir, qu'on peut trouver dans son travail et l'importance que ça a, la nécessité du relationnel informel, c'est des choses que vous voyez dans votre outil? Absolument. Et il y a deux choses. Déjà, il faut se dire que la culture, elle est toujours là, même quand on travaille à distance, et à la limite, elle est encore plus présente. Parce que dans le bureau, il y a l'informel, et c'est l'informel qui permet de réguler les relations notamment, et les règles implicites, tout l'implicite de l'entreprise, il est dans le bureau. Quand on travaille à distance, c'est la culture qui règne et qui crée, qui remplace cet implicite-là qui était sur place. Et donc, si on est aligné avec cette culture, ça marche très bien. Si on est un peu en décalage au bureau, bon, peut-être qu'on arrive à s'y retrouver d'une certaine manière, mais à distance, en fait, ça extrémise les décalages. Donc, il faut effectivement s'assurer d'autant plus qu'on soit aligné parce que sinon, ça révèle tout simplement que ça ne marche pas. Et c'est vrai que quand on a mené une enquête dans le confinement pour savoir comment les gens vivaient, est-ce qu'ils étaient productifs, efficaces, parce que, comme l'a dit Colombe, l'indicateur, c'est est-ce qu'on arrive à produire la même chose, est-ce que l'entreprise arrive au même résultat avec un travail à distance. Ça, je pense effectivement que c'est la chose à avoir en tête. Nous, on a posé cette question aux gens, est-ce que vous arrivez au même résultat, à produire autant, à vous sentir aussi efficace en étant chez vous? Et on a eu des réponses très différentes, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les a connectés à leur personnalité et à leur résultat de personnalité pour se rendre compte qu'il y avait effectivement des traits de personnalité qui facilitaient l'appropriation du travail à distance et d'autres moins. Donc, je vous propose qu'on partage sur quelques thématiques clés justement qui vont servir aux personnes qui participent à ce webinaire parce qu'en fait, concrètement, si vous voulez l'opérationnaliser, il faut se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est se dire, si on veut le déployer, il ne faut pas que ce soit le bureau chez soi. Ça ne marche pas. Il faut se dire, qu'est-ce que ça met en jeu, le travail à distance, et comment est-ce que je travaille dessus pour assurer que les gens s'y retrouvent. Donc, petit partage d'écran de mon côté. On va parler 4 thématiques. Hop. Excusez-moi. N'hésitez pas toujours à poser des questions, même en direct. On peut les prendre soit maintenant, si elles sont en rapport avec le sujet qu'on aborde, soit un peu plus tard dans l'échange. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser cet outil donc, de questions-réponses sur l'interface webinaire. Simon, je te laisse continuer. C'était Complètement. la Merci pour ça. Déjà, il faut se dire que le travail à distance, il peut prendre vraiment plusieurs formes. Le no remote à gauche, il n'y a pas de travail à distance. Remote allowed, c'est ce qu'on connaît en France avec la loi, avec 1 jour par semaine. Mais il y a des entreprises qui sont déjà sur un mode hybride, c'est-à-dire qu'une partie de leurs employés sont dans le bureau, une partie à distance. Il y a des entreprises qui sont passées au remote bias, qui est plus en fait ce qui se passe actuellement. On travaille tous depuis chez nous, comme si on était au bureau, mais en mode constant. Et puis all remote, donc là, c'est des entreprises qui ont internalisé, on va dire, cette idée de travail à distance. Et donc, ça a remis en question, ce n'est pas les règles du bureau chez soi, c'est finalement, on se dit, si on travaille à distance, on n'a pas besoin de fixer des horaires parce que chacun s'organise dans sa journée comme il le veut. Donc, il n'y a plus d'horaire de bureau à la maison. Enfin, c'est toutes ces choses qui sont remises en question. Dans tous les cas, peu importe le mode que vous décidez d'adopter, si vous voulez rester en mode plutôt, on va dire, soft, avec du télétravail partiel ou alors pousser les choses, il faut prêter attention à certains aspects. Le premier, c'est la proximité relationnelle. Parce que là, on a tous des besoins et des attentes différents. Je vous mets un petit mapping d'équipe, là, c'est ce qu'on fait avec notre outil Assess First et ça permet de situer aussi les dispositions de chacun. On croise en abscisse, va spontanément vers les autres, donc à droite sur le croisement des gens qui vont facilement vers les autres, à gauche des gens qui préfèrent rester plutôt en retrait, en distance, en observation, et s'impliquent affectivement en ordonnée, donc en haut des personnes qui vont s'impliquer affectivement, qui vont avoir besoin d'avoir des connexions fortes avec les autres, et en bas des personnes qui ont plutôt tendance à avoir un détachement affectif et rester à distance.
Quand on comprend comment fonctionnent les personnes dans une équipe, on se rend compte déjà qu'il y a différents modes de fonctionnement dans la relation. Par exemple, en bleu, là, on a une personne qui investit beaucoup la relation. C'est quelqu'un qui va facilement créer du lien avec les autres, une approche assez amicale de la relation. En vert, là, c'est là où on a le plus de personnes. C'est pour ça que cette tendance-là apparaît en vert. En retrait, là, on a l'opposé des personnes qui sont plutôt tendance à avoir de faibles besoins relationnels, donc pas être frustrés s'ils ne sont pas en échange constant avec les autres. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous vous mettez au travail à distance sans prêter attention à ce sujet-là, eh bien, il y a des personnes avec qui ça va très bien marcher. Les personnes en noir, rouge, vert, par exemple, qui sont là, c'est un petit peu la revanche des introvertis, finalement, le travail à distance. On ne les force plus à se retrouver en interaction avec les autres. Elles peuvent choisir quand est-ce qu'elles interagissent ou non avec les autres. Donc, pour elles, c'est super. Par contre, pour les personnes plus sociales, plus amicales, vous allez casser une raison aussi d'aller au bureau et une place à la connexion avec les autres et générer d'énormes frustrations potentielles. Donc, c'est bien de l'identifier pour deux choses. D'une part, se dire qu'est-ce que je peux proposer en alternative à ces personnes. Puis après, chacun y adhère ou pas. Donc là, il y a pas mal d'exemples en plus sur Internet d'entreprises qui ont été assez créatives sur des alternatives aux échanges à l'informel. Mais aussi, le fait de les identifier, ça permet d'avoir une attention particulière envers ces personnes en disant si je n'y prête pas attention, je risque de les perdre, elles vont être frustrées et puis elles vont se désengager de leur job. Alors que si je m'adresse spécifiquement à elles pour m'assurer qu'elles s'y retrouvent, c'est plus vecteur d'une capacité à faire la transition vers le travail à distance et les garder engagés. Et typiquement, de ce que j'ai entendu des retours chez PSA, par exemple, où ils ont forcé les choses, ils ont clivé les employés entre ceux qui s'y retrouvent très bien et ceux au contraire qui disent non, vous m'enlevez quelque chose qui est trop important pour moi. Colombe, est-ce que tu as des exemples? Justement, chez Simundia, on a pu donc accompagner des personnes, notamment pendant le confinement et du coup en télétravail, sur ce type de sujet. Donc, typiquement, des personnes qui travaillaient par exemple dans le luxe, qui étaient habituées à travailler beaucoup en équipe, à échanger de façon assez informelle, pas forcément très structurée, et qui se rendaient compte que leur énergie, comme c'était plutôt des personnes extraverties, elles la trouvaient en échangeant avec elles, en brainstormant, en faisant beaucoup d'allers-retours, etc. Et ça, c'était plus possible du coup dans un mode de travail où il y a beaucoup de réunions qui sont souvent beaucoup plus longues, mais parfois aussi plus productives parce que plus préparées. Enfin, il y a plus d'objectifs en amont de la réunion et du coup, qui demandaient un coaching parce qu'elles sentaient qu'elles avaient beaucoup moins d'énergie en se sentant seules, que ça impactait aussi sur leur motivation et qu'elles ne savaient plus comment retrouver leur énergie d'avant avec une organisation complètement repensée qui leur convenait plus. Top. C'est vrai que ça, c'est un point d'attention très clair. Je pense que c'est un des premiers à adresser pour maintenir ce lien, cette cohésion et embarquer tout le monde vers le travail à distance, sachant que c'est quelque chose qui va se développer. Le deuxième aspect, la question à se poser, je pense, c'est la prise des décisions. Comment est-ce qu'elle est faite et comment est-ce qu'on la pérennise à distance. Là, par exemple, on voit que cette équipe de 6 personnes, elle est partagée entre des 3 personnes qui sont plutôt participatives dans leur prise décisionnelle et d'autres qui sont plutôt directives, c'est-à-dire qu'elles vont prendre leurs décisions seules. Et là, encore une fois, ça a tendance à extrémiser les choses de travail à distance. Des gens qui prennent leurs décisions seuls, elles vont dire très bien, je n'ai pas besoin de consulter les autres, ça tombe bien, ils ne sont pas autour de moi, je peux foncer. Sauf que quand les autres s'en rendent compte, les décalages peuvent être là et ça peut être hyper frustrant. De la même manière, des gens qui aiment bien se réunir en équipe, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment les réunions, elles peuvent se demander où est-ce que je retrouve une place pour partager avec les autres. Parce que finalement, à distance, généralement, quand on parle, c'est juste pour informer de quelque chose. Mais on a beaucoup moins d'espace pour construire ensemble. Et donc, ça doit être quelque chose qui doit être pensé, des moments, des temps, des espaces pour faire ensemble. Parce que sinon, toutes les personnes qui adorent ce travail en équipe, elles vont associer le travail à distance à un travail isolé, alors que ce n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé d'aller vers ça. On peut tout à fait penser à un travail collectif à distance.
Colombe, je te vois approuver. Non, non, mais tout à fait. Bah, ça fait écho aussi à un certain nombre de situations qu'on a. Bah, on est vraiment complémentaires parce qu'on intervient exactement sur le même enfin, le même type de thématique. Et alors, moi, ça me fait penser, enfin, on accompagne BPI et notamment donc eux accompagnent tout un nombre de structures entrepreneuriales et on a accompagné beaucoup de dirigeants qui, du coup, sur la prise de décision, se retrouvaient à devoir prendre des décisions dans un contexte très incertain où leur activité pouvait être à l'arrêt ou avoir énormément changé, du coup, pendant cette période et se retrouver en télétravail et avec un vrai souci de bah, comment est-ce que je fais pour prendre une décision, moi, fixer le cap et aussi au sein de ma gouvernance, comment est-ce que je fais pour me mettre d'accord avec d'autres personnes avec lesquelles je peux être associée, comment je fais pour les embarquer et si je suis quelqu'un par exemple, d'assez directif, donc qui va prendre ses relations seul et les imposer. Ça rejoindra ce qu'on verra après, mais aussi la communication. En fait, on se rend compte que ça bloque aussi à ce niveau-là parce que, il faut s'adapter aux personnes avec lesquelles on travaille. Ensuite, il faut soi-même fixer le cap et puis ensuite le communiquer. Et donc, le coach peut à ce moment-là permettre de prendre du recul. À la personne aussi, il y a aussi un sujet assez opérationnel dans la prise de décision. Si je suis tout le temps en train de passer de réunion en réunion, de cocher les cases de ma to-do et qu'en fait, j'ai absolument pas le temps où je ne prends pas le temps de mettre la tête hors de l'eau, le coaching va aussi proposer ce moment-là, fixer ce cadre où je vais pouvoir réfléchir un peu, prendre du recul et agir de façon plus rationnelle et adaptée à mon contexte. Tu sais ce qui a été proposé à ce niveau-là pour Alors, gérer justement ce schéma décisionnel qui est mis en question? Alors, je pense qu'un outil typiquement comme Assess First va être intéressant parce que le coach va d'abord essayer de faire comprendre à la personne quel est son pattern. Donc, la personne se dit, par exemple, moi j'ai énormément de mal à prendre une décision, notamment dans un contexte, par exemple, de télétravail où soit les équipes sont à distance, les associés, les enjeux ne sont pas très clairs. Et donc, en fonction de la personnalité de la personne, on va essayer de décrypter quelles sont ses peurs. Pourquoi est-ce qu'elle a peur de prendre la mauvaise décision? Quels arbitrages est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, le coach va fournir des outils vraiment personnalisés à la personne pour qu'elle puisse, entre chaque séance de coaching, pouvoir avancer pas à pas pour prendre la bonne décision et sans être dans un état parfois de stress et d'anxiété qui peut être extrêmement élevé où on a l'impression que la décision va tout changer alors qu'en fait, c'est plus nuancé que ça, quoi. Ouais. Une question peut-être juste méthodologique qui nous vient des participants. Donc Daniel nous dit, vous parlez de personnalité, quels sont vos outils pour les détecter? Car les tableaux sont un peu confus en ce sens. Ce que j'entends par là dans la question, c'est que là on positionne donc des personnes sur deux axes, mais mais l'outil d'Assess First est un peu plus complet que ça. Et donc c'est quel est l'outil donc, pour décrypter ces personnalités justement? Oui, alors nous, ce qu'on propose, c'est un test de personality shape qui évalue 20 dimensions de personnalité pour comprendre ce qui singularise quelqu'un des autres personnes. Et là, j'ai pris le raccourci parce que ce n'était pas l'objet là aujourd'hui, Voilà. mais c'est vrai qu'on a une possibilité de faire des mappings sur la base des croisements, parce que les traits de personnalité, il faut les croiser pour comprendre vraiment la dynamique de chacun. Et par exemple, quand on s'intéresse aux prises de décision, on croise ces deux traits, prend l'ascendant sur les autres, consulte avant de décider, pour comprendre quelle est la dynamique. C'est pour ça qu'il y a 4 tendances qui émergent là de ce croisement. C'est ce que je présente. Et donc, je fais des focus là sur des résultats de personnalité qui sont particulièrement mis en jeu dans le travail à distance, mais il y a effectivement beaucoup à explorer potentiellement dans les résultats. Ok. Et peut-être une autre question qui était peut-être un peu plus générale, mais sur le taux d'adoption du télétravail par les entreprises post-Covid. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce taux d'adoption? Euh, Moi, je sais que personnellement, j'ai pas de chiffres définitifs et que les RH à qui j'en ai parlé ont plutôt dit, en fait, on y réfléchit et on se donne jusqu'à septembre pour voir. Et la question n'est pas vraiment si on l'adopte ou non, mais sous quelle modalité on va l'adopter, mais que c'était plutôt des décisions qui étaient reportées à après l'été. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des éclairages là-dessus.
Moi, j'ai plusieurs études donc, qui disent qu'aujourd'hui, il y a 44% des personnes qui souhaitent que le télétravail soit pérenne selon une étude, Harmonie Mutuelle, et selon l'autre de l'ANAC, il y en a 88%. Donc, c'est très large hein, comme Ça laisse de la place. c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent potentiellement télétravailler. En fait, après les chiffres, il y a aussi beaucoup de chiffres qui disent que les personnes ont souffert aussi du télétravail, qu'il y a eu une vraie détresse psychologique associée dans certains cas. Donc voilà, et je pense que les entreprises, c'est très très frais. Parce que le retour au bureau a été annoncé hier, je crois. Donc voilà, je pense que les entreprises sont en concertation aussi en interne avant de proposer, enfin de mettre en place des guidelines plus précises. Clairement, là, tout le monde se regarde et c'est à la fin de l'année qu'on fera le bilan. Il y en a qui ont pris déjà le lead. Par exemple, il y a des sociétés dans la tech comme Alan aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une assurance, une néo-assurance qui a décidé de le mettre en place au global. C'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent rester en télétravail vont pouvoir le faire, comme Facebook et Twitter l'ont annoncé aux États-Unis. Là, les entreprises se regardent en effet. Et je pense qu'il y en a qui vont le voir comme un avantage concurrentiel à proposer ces choses-là. Et c'est vrai qu'on va dire, comme toujours, dans un changement, il y a environ 15-20% des entreprises qui vont proposer des choses de façon proactive. La grande majorité vont réagir à ça, c'est-à-dire qu'elles vont regarder un petit peu ce qui a été engagé par chacun et elles vont se positionner pour pas être trop larguées par rapport à ce qui a été fait, mais pas non plus trop bousculer leurs pratiques précédentes. Et puis, il y a des entreprises qui vont dire « Non, c'est pas pour moi, de toute façon, on est retourné comme avant et puis ça va continuer comme ça. » Mais c'est vrai que c'est à la fin de l'année qu'on va faire les comptes. Ouais. Mais bon, donc là, c'est une grosse phase où, c'est ça, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que la préparation se fait, et c'est maintenant que les gens s'y regardent, qu'est-ce que leur entreprise fait, prépare, réfléchit, parce que c'est le sujet d'actualité. Et c'est vrai, comme tu disais, Colombe, là, par rapport à la prise de décision, nous, ce qu'on a recueilli de l'enquête, c'était plus de 2000 répondants. C'était que ceux qui avaient le plus de difficultés à gérer les prises de décision à distance, c'était celles qui avaient du mal à gérer l'incertitude en général. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est important d'enquêter aussi en interne parce que des personnes qui gèrent mal l'incertitude se sont retrouvées avec une dose de stress et se demandent comment agir, comment prendre les décisions. Et c'est des personnes, effectivement, qu'il est intéressant d'accompagner parce qu'en soi, elles sont capables. C'est juste leur donner de nouveaux repères. Et la prise de décision, tu faisais la transition tout à l'heure, Colomb, mais ça va beaucoup avec le style de communication. Donc là, c'est du complémentaire. Je ne vais pas trop m'épancher. Ce que je veux juste dire, peut-être que vous l'avez tous vécu à un moment donné. L'intérêt, ce n'est pas de regarder le cherche à convaincre les autres qui clivent la partie gauche et droite du graphique. C'est plutôt le fait preuve de diplomatie qui va mettre des personnes qui ont un score fort en haut et des personnes qui ont un score plutôt faible, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt cash, directes dans leur mode de communication en bas. Ça, clairement, en fait, en présentiel, on se connaît, on voit aussi la communication et tout ce qui est non gestuel des gens et donc communication non verbale, pardon. Et donc, on peut s'en convenir. À distance, quelqu'un qui est cash, ça peut très vite conduire à des conflits. On l'a vécu personnellement dans l'entreprise, je pense que vous aussi, tout simplement pour une mauvaise interprétation. Quelqu'un qui a tendance à être direct cash, donc qui va écrire les choses de façon hyper brute, en face, ça peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Et le problème, c'est que ça ne se voit pas parce que la personne, elle est chez elle, elle va ruminer pendant 2 jours et vous allez récupérer quelqu'un qui se sent très mal parce que ça fait 48 heures qu'il a un effet négatif sur elle. Tout à fait. Bah, nous, c'est des demandes. Enfin, la communication, on a eu énormément de demandes à ce niveau-là de coaching, quels que soient les comptes qu'on accompagne, donc des gros groupes de santé, des banques, dans le conseil, etc. Et à tous les niveaux. Donc, on a eu par exemple des managers donc qui, par exemple, en prise de poste. Et qui se retrouvent à devoir manager une équipe virtuellement, s'adapter, les fédérer. Donc, c'est assez lié au style de relation aussi qu'on peut entretenir et de se dire, bah voilà, moi en tant que manager, il faut que je m'adapte à chaque personne de mon équipe et dans la relation que je peux avoir et dans le style de communication. Donc en effet, des personnes qui peuvent être assez brutes de décoffrage, assez cash
et qui se disent mais en fait là ça ne marche plus parce que les messages du coup ne sont pas entendus, les équipes sont plus soudées. Du coup, il faut vraiment que je fasse attention à ma façon de communiquer alors que c'était pas forcément un sujet auparavant. Et à l'inverse, on a aussi eu des cas, par exemple, pas mal dans le monde du conseil, de profils de personnes qui vont être assez analytiques, assez réservées, qui ne vont pas voilà, spontanément se mettre en avant ou arriver à pousser leurs idées et qui se disent bah là en fait je me retrouve en Zoom avec plein de collègues et en fait mes idées sont écrasées, je peux pas les faire passer, j'arrive pas à mettre en avant mon travail et donc à le faire avancer et donc ça devient aussi un vrai sujet, une frustration et donc comment je fais pour travailler là-dessus avec un coach pour essayer peu à peu de plus participer, plus pousser mes idées, mieux les présenter et prendre confiance en moi, trouver mon style de communication. C'est vraiment dans les deux sens, mais c'est renforcé évidemment par le fait d'être à distance parce que le verbal du coup devient quand même essentiel et même si c'est vrai pour rebondir sur ce que tu disais sur le style de relation, on peut plus ou moins choisir en fait quand on va rentrer en relation avec l'autre. C'est aussi quand même le jeu de l'entreprise, qu'on soit encore plus dans une très grosse, mais il y a quand même un jeu de je prévois des réunions, je mets en avant mon travail, je pousse mes idées, je fais avancer mes sujets. Et en fait, quel que soit son style de personnalité, si on ne joue pas sur ces différentes étapes, en fait, il n'y a pas de résultat. Et du coup, ça peut vraiment aussi, le distanciel, je pense, jouer en faveur de certains profils. Et au contraire, pour des profils plus réservés, ça peut aussi être pénalisant. Enfin, voilà. Clairement. Et je sais qu'il y avait des entreprises. Un mot pour rebondir, c'est vrai que je pense qu'il y a des entreprises qui avaient formalisé un petit peu, mais j'en ai vu très peu, formaliser des façons de communiquer en interne parce qu'elles voyaient l'importance que ça avait, notamment la bienveillance, des choses comme ça. Là, c'est devenu essentiel. C'est-à-dire que si on laisse les gens avec leur diversité de communication parler sur les réseaux, les channels de l'entreprise, ça arrive à des situations qui sont non maîtrisées. Et là, je pense qu'il faut que chaque entreprise mette ça sur la table, de comment est-ce qu'on communique en interne, quel ton on emploie aussi, et la distance que l'on doit prendre vis-à-vis de cette communication, parce que ça crée ces sources de tension. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de conflits parfois qui émergent d'un quiproquo, d'un message mal interprété, d'un ton de voix. Ouais. Ça, c'est important en effet de statuer là-dessus. Est-ce qu'il y a des outils ou méthodologies de coaching particulières pour justement la communication? Alors bon, très, très bêtement, je pense à la communication non violente, enfin, aux méthodes de communication non violente, etc. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui peuvent être utiles dans ces situations-là, de généraliser pour que tout le monde justement parle sur avec le même canal de communication justement? Tout à fait. C'est vrai que la communication non violente, c'est un bon exemple. D'ailleurs, qu'on soit en face à face ou à distance, je pense que là, les règles ne changent pas. Donc, dans le sens d'être à l'écoute de l'autre, de reformuler ce que la personne va dire, de changer certains éléments de langage, donc, par exemple de ne pas dire mais de dire et. Et c'est vrai que je pense que si tout le monde pouvait être équipé, enfin, je pense qu'il y a deux grandes choses, à mon avis, et chez Access First et chez Simundia qui sont importantes. C'est d'abord la connaissance de soi. Donc, je pense qu'il peut être énormément aidé par des outils comme Assess First et que moi je connais parce que je suis psychologue et je m'étais formée au test d'Assess First dans mon école de psychologue. Et je pense que c'est hyper utile en entreprise de pouvoir se connaître et aussi de comprendre ses collègues. Parce que, mettons que moi je sois spontanée et que Simon, tu sois stratège. Et voilà, il y a des petites différences qui font que quand on communique et qu'on peut préparer par exemple un webinaire, il faut essayer de se dire ok, la personne est plus comme ça, elle aura besoin de ça, mais il faut que je fasse attention quand je communique, etc. Donc ça, je pense que c'est des super outils pour un peu naviguer et en interne et avec ses clients et après d'agir dessus.
Et donc, avec le coaching, de continuer à mieux se connaître. On n'apprend jamais quand même à complètement finir de se connaître. Et ensuite, d'activer des outils concrets, donc par exemple la CMV, ou de mettre en place des protocoles quand voilà, de respiration, quand on commence à se sentir énervé, ou de communiquer de façon un peu différente, quoi. Top. La dernière thématique peut-être à laquelle prêter attention, sur laquelle on a constaté qu'il y avait des gros effets sur le sentiment d'efficacité personnelle et de bon fonctionnement avec l'entreprise. On a parlé beaucoup des relations, parce que c'est ce qui se joue, mais il y a aussi l'organisation du travail. Donc là, juste une petite représentation, aussi pareil qu'on voit beaucoup dans les équipes. Là, par exemple, on a s'organiser avec méthode qui est croisée avec s'attache au détail. Donc, ça donne différentes approches de travail, certaines qu'on a qualifiées de perfectionnistes, d'autres plus intuitives. Et en fait, les approches plutôt intuitives, comme on voit qui dominent dans cette équipe-là, c'est-à-dire qu'on travaille à la priorité, à l'urgence du moment, mais on formalise peu. Ça, encore une fois, ça fonctionne bien, soit quand nous-mêmes on est comme ça et qu'on travaille avec des gens comme ça, parce que on se raccorde les uns aux autres, mais on n'a pas besoin d'un plan clair. Par contre, pour des personnes qui ont besoin de plus de structure, plus de visibilité, ça peut être hyper déroutant de ne pas avoir de formalisation. Et puis, à distance, ça devient obligé. Je vois, nous, typiquement, on était plutôt une entreprise avec beaucoup d'intuitifs, donc une approche du travail peu formalisée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Après, comment il le fait, c'est de l'improvisation. Eh bien, on s'est retrouvé à avoir besoin de formaliser beaucoup de choses. Sinon, c'était, encore une fois, mais on avait dit que, et ça ne fonctionne plus à distance. Il faut avoir des endroits où on formalise les décisions, on formalise les contenus, et c'est ce qui permet d'être serein et que tout le monde ait le même niveau d'information, en fait. Donc, là où vraiment l'endroit où on ne peut plus appliquer ce qu'on faisait avant à distance, c'est vraiment aussi dans l'organisation du travail. Ça nécessite un travail à distance, nécessite de la formalisation au risque sinon de perdre certaines personnes en route. Et ça, nous, on l'a vu quand on avait quelques employés qui étaient à distance alors que la majorité était dans les bureaux. Les personnes qui étaient à distance nous remontaient le fait qu'en fait, on les oubliait, elles ne savaient pas ce qui se passait. Et maintenant qu'on est tous à distance, il n'y a plus ce sujet-là parce qu'on a été obligé de se forcer à formaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut garder une unité dans l'entreprise. C'est où est-ce qu'on formalise les décisions, l'avancée des projets pour que chacun puisse s'y rattacher et apporter sa contribution. Tout à fait, oui. Je pense je pense que ça a eu vraiment des effets bénéfiques. En tout cas, c'est le ressenti de beaucoup de gens quand on leur demande comment ils ont perçu le télétravail. En fait, ça équivaut souvent à plus de productivité, plus d'efficacité, parce que la réunion, certaines entreprises peuvent avoir un peu la culture de la réunionnite. C'est sympa, on papote, on prend un café, mais il n'y a pas vraiment d'objectif fixé en amont de la réunion, de compte rendu, etc. Et donc, à distance, comme tu l'as dit, Simon, on est obligé de tout processer, de tout écrire. Il y a cette nécessité qui aurait dû d'ailleurs être nécessaire avant, mais qui là devient beaucoup plus tangible. Et ensuite, je trouve que l'organisation du travail, au-delà du collectif, il y a aussi un côté individuel. Donc évidemment, est-ce qu'on est plutôt sensible aux détails, plutôt, je me souviens plus d'autres axes très, très organisés. Ouais. Voilà. Et nous, on a pas mal de demandes aussi de coaching. Alors, soit ça va être contextuel, je suis en télétravail, mais j'ai 2 enfants chez moi, j'ai beaucoup de responsabilités, et en fait, comment est-ce que je fais pour tout gérer, organiser mon temps sans avoir un degré d'anxiété trop élevé, comment je fais pour me justifier. Enfin, il y a quelque chose de contextuel, et après, plus personnel. Moi, comment est-ce que je fais pour mieux fixer mon temps, mieux comprendre comment je peux lâcher certains détails pour être plus dans le résultat, ou au contraire être un peu plus sensible aux détails pour moins perdre du temps. Donc ça, on a aussi beaucoup de demandes. Ça va être exacerbé parce que je pense qu'on se rend plus compte aussi peut-être de ses défauts, de ses limites, en tout cas des endroits sur lesquels on peut se développer quand on est à distance. Parce que, ça se mérite. Voilà, d'une réunion à l'autre, on se dit bon en fait ça n'a pas été fait. Pourquoi? Donc soit c'est des personnes de mon équipe qui n'ont pas avancé, donc je dois mieux communiquer. Soit moi, il y a vraiment des choses sur lesquelles je dois progresser et faire beaucoup
plus attention à ça. Et donc, voilà, le coaching, on va essayer de comprendre ça et vraiment aider la personne à mieux s'organiser, en tout cas, en fonction du contexte qui va être le sien. Il y a une question qui émerge, qui est le télétravail n'est-il pas un révélateur de comportements préexistants? Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est effectivement le cas, mais est-ce que peut-être vous pourriez en dire plus, et notamment sur le fait que toutes ces choses dont on a parlé, sur le fait d'accompagner, de diagnostiquer, qu'on fait de manière contextuelle et conjoncturelle avec le télétravail dû au confinement, déconfinement, c'est finalement peut-être des choses qu'il faut faire en permanence, vu que les comportements sont toujours là. Aujourd'hui, une place particulière avec ce passage au télétravail massif, mais peut-être que voilà, de manière générale, en fait, c'est plus une question peut-être plus générale. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je veux bien rebondir, tu pourras compléter, Colombe. Moi, je dirais clairement c'est un révélateur. Donc, soit on en tire parti, parce que c'est formidable à l'occasion qu'on a justement de voir ce qui ne fonctionne pas, soit on décide de le mettre sous le tapis en disant c'est bon, allez, le déconfinement est là et on peut retourner dans l'entreprise et faire comme si de rien n'était, mais ce serait vraiment gâcher ce qui a été révélé pendant 3 mois. Je pense que c'est l'occasion plutôt de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été compliqué et comment est-ce qu'on peut l'adresser, parce que même si on ne fait plus de télétravail complètement, ça servira au bureau. Et puis, moi, je dis ça, mais le sens de l'histoire, c'est quand même d'organiser ce travail à distance. Donc, ce sera là. Et j'en profite typiquement. Il y a, une des clés pour ça, c'est qu'il faut arrêter de prendre ce qu'on avait avant et d'essayer de le maintenir à distance. Ça ne marche pas. Et par exemple, là, j'ai mis mon petit fond d'écran histoire de justement pas dévoiler ma vie privée parce qu'on est au bureau et c'est professionnel. Mais je peux très bien l'enlever, ça ne me pose pas de problème. Attention, cachez-vous les yeux. On sait ce qu'il y a derrière. Ah, il a disparu du coup. J'ai totalement disparu. Et voilà quoi. Je suis chez mes grands-parents et c'est pas grave en fait. Je peux quand même travailler tout pareil. Donc c'est vrai que, comme tu le disais, je pense, avant on se donnait une image, donc en entreprise on se donnait une image et il y a des choses qui se voient pas. Là on peut plus se donner une image et tant mieux. Il faut l'assumer quoi. Transparence. Mais pour certaines personnes, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec le préambule au début, en fait, le télétravail, c'est pas bien ou mal en soi. En fait, tout dépend de la façon dont on le vit et comment c'est accompagné et la culture d'entreprise aussi qu'on veut créer. Mais toi, par exemple, toi, tu es chez tes grands-parents, tu l'assumes et il n'y a pas de problème. Et en soi, il n'y a aucun problème. Mais certaines personnes peuvent être très précautionneuses aussi de leur vie privée et ont pu ressentir pendant le confinement avec un télétravail obligatoire une forme d'intrusion aussi dans leur vie personnelle et en se mettant un stress énorme qui n'a pas vraiment lieu d'être. Mais si voilà, j'ai un enfant par exemple qui apparaît dans un coin de ma visio et il y a pas mal de vidéos un peu qui tournent, on voit la réaction de quelqu'un en direct. Son enfant arrive et il a une réaction horrible en disant va-t'en à sa femme, et en fait c'est super mal passé, et la même personne qui va au contraire se marrer, prendre ses enfants sur ses genoux et ça passe bien. Mais c'est aussi toutes ces choses-là qui nous permettent de mieux se connaître et de se dire en fait c'est aussi mes réactions aux choses sur lesquelles je dois travailler, et l'entreprise doit être suffisamment bienveillante pour accueillir aussi voilà, peut-être que ta grand-mère va arriver pendant le webinaire. Mais ouais, en fait, qu'est-ce que permet l'entreprise toutes les frustrations, c'est fou, toutes les frustrations ou en tout cas les tensions que peuvent porter les gens parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur de comment ça va être perçu. C'est là où je pense que le travail, il est à faire sur les personnes, mais organisationnellement, ça doit aussi questionner sur le ton qu'on donne. Parce que quand on condamne quelqu'un qui sort un peu du cadre, justement parce qu'il y a ses enfants et donc ça ne fait pas pro, eh bien, on donne le ton à ce que chacun va porter, la pression qu'il va porter après au quotidien des réunions. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir chez Assess First, quelque part le besoin peut-être d'intimité ou de non-mélange entre vie pro, vie perso dans les tests, et donc
le fait que ça puisse se passer plus ou moins bien pour une personne, de se retrouver en télétravail forcé, entre guillemets, et donc de plus avoir de barrières strictes entre sa vie pro et sa vie perso. Enfin, nous, je sais que c'est aussi une des thématiques de coaching qu'on a traité des personnes qui se retrouvaient à avoir tout mélangé finalement, parce que ils travaillaient de chez eux en permanence, ils faisaient l'école à domicile, il y avait des difficultés d'organisation qui étaient pas uniquement professionnelles, mais aussi personnelles, liées au télétravail. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez également voir via vos tests de personnalité? Ouais, on le voit plutôt sur la partie motivation, sur le besoin d'équilibre personnel, vraiment besoin de distinguer vie pro, vie perso. Il y en a pour qui c'est pas un sujet, ils aiment au contraire, ils aiment bien regarder leur mail le week-end, répondre, ça fait partie de leur environnement. Et il y en a qui ont besoin vraiment de mettre un mur entre les deux. Et quand le manager le sait, là aussi c'est pareil, ça aide à se dire, ok, je sais avec qui je peux envoyer un message peut-être un peu en dehors des heures parce que ce sera même perçu comme engageant, et avec qui je ne peux pas me permettre ça parce que ce serait effectivement enfreindre leurs besoins personnels. Mmh. Il y a une personne qui ajoute que c'est sans doute également très culturellement français de ne pas vouloir mélanger pro et perso et que la culture évolue. C'est vrai. J'imagine que vous devez aussi le constater selon les personnalités, selon les nationalités, il doit y avoir des corrélations, peut-être, enfin les nationalités, Non, mais en fait, c'est les hyper cadres de vie. artificiel, cette distinction. C'est quand il y a une distinction, les physiques, on se permet de la faire, mais en fait, elle n'a pas lieu d'être, en tout cas pas comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être de la part des participants? Je ne sais pas sinon, Colombe, si tu voulais réagir sur cette question en attendant de culture et de vie pro, vie perso qui peut être difficile d'organiser. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le channel. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie communication possible entre l'entreprise, les salariés, et que tout le monde avance dans une direction qui soit jugée comme positive pour tous. Et par exemple, moi, je pense que ça doit être compliqué pour beaucoup de salariés, que ça nécessite du coup de recruter des profils assez particuliers, par exemple de mettre toute une boîte au télétravail et de ne pas vraiment fixer de cadre, de ne pas vraiment fixer d'horaire, de ne pas vraiment fixer de moments de rencontre. Et ça, c'est de plus en plus, je trouve ça assez amusant de le voir. Enfin, il y a quelque chose de plus en plus de syndicats qui vont dire non, mais il faut quand même des lieux de rencontre, d'échange, c'est un cadre. Et en fait, on se rend compte aussi, pendant le confinement, je me disais, en fait, c'est quand même un peu un luxe d'avoir un équipement adapté au bureau, un endroit calme, on est bien assis, on a un grand écran. En fait, c'est des conditions aussi qui sont propices au travail. Donc, par exemple, Google, dans ce sens-là, propose à ses salariés $1000 pour s'équiper chez soi en télétravail. Parce qu'en fait, je pense que, voilà, moi, je me dis, une boîte full remote, c'est, à mon avis, compliqué, et même en termes d'énergie, pour beaucoup de gens d'y trouver son compte, quoi. Donc, c'est... Voilà. Et en même temps, c'est des boîtes qui ont poussé le système jusqu'au bout. Et c'est intéressant de s'inspirer de ce qu'elles ont été mises en place. Par exemple, Google, avec financer l'installation, oui, à un moment, tu dis, si on pérennise cette organisation de travail, les gens doivent être dans de bonnes conditions. Sinon, on va pénaliser les gens qui travaillent chez eux dans de mauvaises conditions par rapport à celles qui sont au bureau. Donc, ça permet en fait de mettre sur le même pied d'égalité d'un point de vue conditions de travail. Et puis après, il y a les autres choses. Agnès parlait justement là, des échanges avec les personnes aux États-Unis, donc forcément avec du décalage horaire, donc forcément hors des horaires de travail. Clairement, travailler à distance, c'est pas juste une distance, c'est pas juste un autre lieu physique. Travailler à distance, c'est travailler dans les horaires sur lesquels on est plus productif, qui nous conviennent le mieux par rapport à notre vie. Et ça, je trouve que ça n'a pas été assez questionné par les entreprises ces derniers mois, alors qu'en fait, si on veut bien le faire, pourquoi pas? Et donc ça invite à passer d'un mode où on avait traditionnellement tendance à regarder le temps de présence, les gens sont là de telle heure à telle heure, à un mode où on doit faire confiance parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils travaillent véritablement, et donc on doit les évaluer sur ce qui est délivré en fait. Et c'est super simple.
Ouais, non, je pense que c'est hyper intéressant, c'est vrai comme sujet. Enfin, nous, on a pas mal d'entreprises qui le mettent, enfin, où les collaborateurs le mettent beaucoup en avant. Je dois travailler avec un manager qui est dans un autre pays, que je vois jamais, qui parle dans une autre langue, qui est sur une autre timeline. Mes collègues sont aussi dans un autre pays. Et en fait, j'ai énormément de mal à m'y retrouver, à communiquer, à savoir où je vais. Et si le télétravail se généralise, c'est vrai que c'est la bonne question d'après, c'est si je suis en full remote et que je veux partir à Bali 6 mois en remote, bah, voilà. Bah, en fait, je suis sur les... Du coup, je remets le fond d'écran avec la mer parce Ouais. que, parce que ça va être pas virtuel, quoi. Ça va être ce qui Voilà, se passe en réel. et si Olivier, par exemple, décide lui d'aller à New York en full remote et que moi je suis à Bali, bah, ça risque quand même d'être compliqué de faire des webinars sur la même. Oui, Donc, moi, je trouve ça un peu, voilà, les boîtes qui sont pas d'horaire, pas de machin, pas de. Bah ouais, mais enfin, après, ça va finir par poser quand même quelques questions, quoi. Enfin, je pense que on n'est pas au bout du questionnement sur ces questions-là. clairement. Il y avait une Euh, question plutôt ouais. pour Simon sur vous parlez du fait que la culture d'entreprise ne diminue pas forcément quand les gens sont en télétravail. Est-ce que vous pouvez en parler davantage donc sur l'évolution de la culture quand on est en télétravail? Est-ce que tu Alors, as des choses ouais, à je peux en ajouter? parler. Je peux en parler à travers quelques exemples, peut-être pour préciser. Au besoin, peut-être que personne pourra, si jamais il y a besoin, ouais, d'étayer, n'hésitez pas. Mais typiquement, bah, là où ça s'extrémise, c'est l'authenticité. Il y en a beaucoup d'entreprises qui le mettent en avant comme une valeur. Chez nous, vous pouvez être qui vous êtes, mais on le voit très concrètement dans les réunions à distance. Et là, je le montre avec mon fond d'écran. Mais l'authenticité, ça se ressent quand tu es sur place dans les lieux de l'entreprise, c'est l'entreprise qui pose le cadre, qui met ses belles petites plantes et qui dit chez nous, on est bien. Soit c'est elle qui choisit d'aménager les choses comme elle veut. Mais après, on voit réellement à distance les gens qui se permettent d'afficher un papier peint dans une vieille maison parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas jugées, de celles qui vont se dire oh là là, il faut que je reste pro, donc attention à l'image que je renvoie parce que ça va avoir des conséquences derrière en interne. Donc ça, c'est un exemple. Typiquement, il y a aussi des choses très, très, très nettes sur ce que disent les managers. Est-ce que les managers ont l'impression que la suspicion, est-ce qu'on a l'impression, le réflexe de base, c'est de dire ouais, mais à distance, les gens, il faut être derrière eux parce que sinon, ils se la coulent douce, ils sont plutôt sur leur canapé qu'en train de travailler. Eh bien, ça aussi, ça révèle sur place, je surveillais, mais sans vraiment le dire, j'avais les yeux qui se baladaient, et donc les gens qui font semblant de travailler parce qu'ils savent qu'ils sont observés, eh bien, à distance, ça ne tient pas parce qu'on ne peut pas être derrière eux. Donc, ça révèle finalement, est-ce qu'on a vraiment une culture de la confiance ou est-ce qu'on a une culture finalement plutôt de la surveillance. C'est en fait vraiment toutes les valeurs qui étaient affichées, là, elles sont mises à l'épreuve. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, toi, Colombe, au-delà de l'authenticité et de la confiance. Comme exemple de culture d'entreprise, Ouais, et qui est particulièrement exacerbée du coup à distance. c'est une bonne question. Bah, je pense que il y a un peu aussi une culture du management dans les entreprises. Donc, est-ce qu'on va, enfin, au-delà de la confiance, de la surveillance, est-ce que les managers vont être très hands-off, très hands-on? Enfin, est-ce que les personnes sont plutôt extrêmement indépendantes, ont chacune leurs objectifs, ou est-ce qu'au contraire, tout est ultra processé? Nous, on a eu Ah oui. par exemple pas mal de boîtes au-delà de façon organisationnelle, par exemple petite où rien n'est processé, les gens sont ultra indépendants, mais du coup qui se sont retrouvés dans des situations où au-delà de ce qui est affiché, donc un management très bienveillant, bah, en fait la personne se retrouve débordée avec énormément de tâches à faire et une organisation en fait qui porte pas, enfin qui aide pas à ce que le travail soit fait dans un cadre de temps équilibré, quoi. Mm. Donc, je pense que oui, il y a un peu enfin, pendant cette période-là, la réalité est un peu venue frapper de plein fouet des grandes valeurs qui peuvent être affichées et qui ne sont pas parfois
enfin, qui sont un peu différentes de ce qui a pu être observé pendant ce temps-là. Et là aussi, la culture se fait sortir. Je trouve que c'est en situation de crise, il y a des décisions qui sont prises pour changer le business, prendre des actions à court terme, et donc qui vont impacter les gens dans leur quotidien, dans ce qu'on leur demande de faire. Et il y a ceux qui vont dire, je comprends, parce que l'entreprise, elle doit aller vers ça, et je m'y retrouve. Et il y a ceux qui disent, ah non, non, mais moi, je veux pas ça, je n'ai pas signé pour ça, je m'y retrouve pas. Et donc, exacerber ces décalages. Ouais. Une question très, très spécifique sur la notion de surveillance. Comment voyez-vous la notion de surveillance à travers le monitoring d'un VPN, donc horaire et durée de connexion? Donc c'est, je ne sais pas si vous avez des avis personnels dessus, bien que ce soit assez spécifique. C'est une culture particulière, la surveillance. C'est formidable ce que la technologie peut apporter. Il y a des gens qui ont des obsessions en tête et la technologie peut y répondre. Mais j'ai envie de dire, enfin, elles choisissent de se mettre en concurrence avec des entreprises qui font confiance et qui ne vont pas regarder ça. Donc, pour moi, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui vont accepter de travailler comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est dommage pour eux. Et puis les meilleurs qui se diront, mais c'est hors de question que je sois dans une boîte où je pointe numériquement. On est en 2020, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Et autant avant, elles allaient travailler tous les jours et elles ne voyaient que peut-être ce qui leur était permis dans cette entreprise-là. Mais autant là, aujourd'hui, on voit très bien ce qui peut être fait par d'autres. On a des cultures ouvertes, ça peut être sur Glassdoor ou autre. Et les entreprises qui cherchent à la jouer comme ça, fine. Mais pour moi, c'est pas la façon de recruter et garder les meilleurs. Et au-delà, pour moi, évidemment, il y a le côté confiance, créer un climat de confiance, recruter les meilleurs profils. Donc ça, on est complètement d'accord. Et moi, je trouve que c'est une aberration aussi de regarder comme Matrix, d'avoir en tête l'heure d'arrivée, l'heure de départ, l'heure de connexion, etc., versus le résultat. En fait, pour moi, évidemment, avoir un climat de confiance, c'est aussi pour arriver à une bonne ambiance, que les gens se sentent bien et qui travaillent bien au final. Mais qui préfère ne pas avoir quelqu'un qui va travailler 3 heures et qui va, je ne sais pas, compiler tant de données ou signer tant de contrats versus quelqu'un qui va se connecter 7 heures et qui va être passif. Et donc, en fait, moi, je trouve ça drôle plus qu'autre chose. En fait, c'est absurde. Ouais. Il ne faut pas se dire confiance égale bisounours. Hein. C'est comme on se fixe un objectif et ce qu'il est atteint. Comme tu disais, Colombe, c'est hyper factuel. Donc, ouais, mais du coup, c'est le travail de l'entreprise pour moi de fournir des objectifs précis, possibles, avec une organisation qui permet la réalisation de ces objectifs et aux personnes d'être suffisamment fédérées, motivées pour pouvoir les atteindre, quoi. Mais donc, yes. le VPN de la personne, c'est juste possible, quoi. Mais on sera ravis de coacher les personnes qui utilisent ce genre de méthode pour essayer de faire évoluer leur style de management grâce à… C'est la surenchère. Je suis sûr qu'il y a des technologies pour montrer qu'on a une activité pro, alors qu'en fait, on ne peut pas forcément. Enfin, ça ne s'arrête jamais. On a ce qu'on mesure. Hein. C'est l'indicateur Pastèque qui va être vert à l'extérieur parce qu'on se dira c'est bon, tout le monde a fait 10 heures aujourd'hui et finalement rouge à l'intérieur parce que les résultats ne seront pas là, mais bon, on ne le verra même pas. Mais ce n'est pas cet indicateur Pastèque. Je trouve l'image très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Ou est-ce que Simon et Colombe, est-ce que vous voulez, je sais pas, réagir sur une thématique dont vous vouliez parler, qu'on n'a pas encore abordée? J'ai vu passer un côté de coût. En fait, est-ce que ça coûte cher d'organiser, parce que Colombe parlait des $1000 qui sont offerts par Google pour que les gens organisent leur espace. Franchement, encore une fois, prenez le coût d'un bureau quelque part. S'il est occupé que 3/5 du temps, par exemple, ça veut dire qu'on peut mettre plus de personnes dans un espace de bureau donné. Même si vous laissez $1000 de budget aux personnes pour qu'elles aménagent chez elles, je suis sûr qu'au final, on arrive à des coûts similaires. Et ce qui est génial, c'est que les gens ont l'impression, en fait, on a la chance de vivre une époque où on n'a plus besoin de sacrifier son temps personnel pour aller au bureau spécifiquement ou vice-versa. On est à une époque où on peut aller vers du plus. C'est-à-dire que je peux aller au bureau pour voir les gens et avoir ce contact social. Quand je suis chez moi, je peux m'organiser différemment et avoir
avoir aussi un meilleur équilibre. Et puis, le tout avec potentiellement un équipement qui m'est offert par l'entreprise parce que je coûte moins en présentiel dans les bureaux. Comment? Dis si on est chez Google. Si on est chez Google, ouais. Ouais, mais au final, je pense que les entreprises, elles ont. Je pense que là aussi, il y en a beaucoup qui seront jugés en essayant de gagner de l'argent sur du travail à distance parce qu'il y a moins d'occupation de bureau, alors que celles sur lesquelles il y aura un maximum d'engagement, c'est parce qu'elles réallouent plutôt ces ressources pour permettre aux gens d'être dans de bonnes conditions chez eux. Google s'est fait hyper épingler, Facebook s'est fait épingler là-dessus. Parce qu'ils ont dit, OK, on va vous permettre de travailler 100% chez vous. Par contre, si vous habitez au fin fond de l'Oklahoma, vous n'allez pas être payé le même prix que San Francisco. Et donc, il y a eu un gros là en disant, mais en fait, OK, Facebook permet aux gens de travailler d'où ils veulent parce qu'ils peuvent baisser leur salaire et éviter de les payer au prix de San Francisco, quoi. Et ça, en image d'entreprise, ça pardonne pas. Super. Pas d'autres questions a priori de la part des participants, donc je vous propose qu'on s'arrête là. De toute façon, on peut continuer les échanges après le webinaire sans problème et même avec grand plaisir. Donc merci à tous les participants, merci Colombe, merci Simon. C'était hyper intéressant, très bon échange. Et donc à bientôt. À bientôt. Bon après-midi à tous. À tous.